Bienvenue dans ce débat qui nous plonge dans l'histoire de l'Algérie, de livres très intéressants, voilà, publiés aux éditions du Croquant. Voilà. Et donc, on va attendre un peu notre ami Ali qui n'est pas arrivé, voilà, mais notre ami Christian Féline est déjà là. Christian, vous êtes bien là, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Voilà. Merci de m'accueillir. Eh bien, peut-être qu'on peut dire quelques petits mots à propos de votre livre en attendant l'arrivée d'Ali. Voilà, donc votre livre est intitulé La Terre, l'étoile, le couteau, le 2 août 1936 à Alger. Ah ben là, vous nous plongez dans une période charnière de l'Algérie et de la France aussi, hein, parce que c'est le Front populaire, n'est-ce pas, Christian Féline? À cette époque-là, Tout ça à va fait. durer 2 ans, le Front populaire. Alors, La Terre, l'étoile, le couteau. Le livre paraît à la fois aux éditions du Croquant en France et aux éditions Chiab à Alger, hein. Et sous ce titre qui a l'air un peu d'une comptine ou d'un rébus, j'ai voulu résumer tout ce qui se joue dans cette seule journée du 2 août 1936 à Alger. Alors, la ville sort d'un mois et demi de grève qui ont touché tout le commerce et l'industrie de la ville et qui suivent directement la victoire à Paris du gouvernement du Front populaire. Et ce jour-là, il se passe trois choses en même temps qui en font une journée historique, même si elle ne figure pas dans les manuels d'histoire d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, premier événement, 15 000 personnes, à majorité d'origine musulmane, venant de la Casbah et des faubourgs, se rendent au stade municipal à Bellecour, aujourd'hui Belouizdad, où ils sont invités par le Congrès musulman qui doit rendre compte de ces négociations avec le Front populaire à Paris. Le Congrès musulman, c'est une forme absolument nouvelle d'union pluraliste qui s'est formée et qui réunit sur une plateforme commune, qui s'est formée le 7 juin précédent dans un premier grand meeting de 5000 personnes au cinéma Majestic à Bab el-Oued, et qui réunit sur une plateforme commune les revendications culturelles et de liberté religieuse de l'association des oulémas, créée en 1931, les revendications plutôt d'égalité des droits démocratiques que porte la Fédération des élus musulmans, qui est alors dirigée par le docteur Benjeloul et déjà par le jeune Ferhat Abbas, et les revendications plus économiques, sociales, portées par des militants du Parti communiste algérien et du Parti socialiste. En soi, c'est un événement, hein, c'est la première unité de ce type, avec une forte mobilisation et un meeting de 15 000 personnes. Il n'y en a pas eu 15 000 personnes d'origine musulmane, décolonisées, la masse colonisée, c'est sans précédent depuis 1830. Deuxième événement, une surprise, débarqué à l'aube alors que personne ne l'attendait, Messali Hadj, ce jeune dirigeant qui, à Paris, dans l'immigration, dirigeait depuis plusieurs années l'Étoile nord-africaine, organisation qui déjà se battait pour l'indépendance de l'Algérie et des autres pays du Maghreb. Il s'impose au Congrès, où on ne l'attendait pas, obtient de prendre la parole, dénonce dans un discours inattendu la perspective générale dans laquelle le Congrès musulman inscrivait sa lutte revendicative sous la forme du rattachement à la France et reçoit un triomphe, est porté en triomphe tout autour du stade, après que dans un geste très symbolique, il ait ramassé une poignée de terre et la brandissant dans son poing, il est dit « cette terre n'est pas à vendre », voulant dire on ne va pas brader l'avenir de notre pays, l'Algérie, pour quelques strapontins
qu'on nous promettrait au Parlement à Paris. Deuxième événement. Troisième événement et coup de théâtre qui se passe à peu près exactement au même moment, à l'autre bout d'Alger, dans la Basse-Casbah, rue de la Lyre, où le grand moufti d'Alger, qui est la principale personnalité religieuse sur laquelle s'appuie le gouvernement général au sein de la masse en direction de la population musulmane algéroise. Ce grand moufti est assassiné en pleine rue de la Lyre, sans qu'on sache d'où vient le coup, mais le gouvernement général, immédiatement, il voit l'occasion de s'en saisir, il porte l'accusation contre le principal dirigeant à Alger des oulémas, le cheikh Taïeb El-Ogbi, qui présidait une association très influente d'action sociale et éducative, le Cercle du Progrès, en disant que c'est lui qui a commandité ce meurtre. L'accusation est peu crédible, mais elle suffira à briser la dynamique du Congrès musulman. Le docteur Benjeloul démissionne, enfin plutôt prend position du côté de l'administration française en dénonçant à la fois le discours de Messali et le meurtre du Moufti. Et le Congrès musulman, cette première réunion sur une plateforme commune, perdra sa capacité de mobilisation au fil des mois. Voilà, donc ce qui se passe ce jour-là, le discours, plutôt le meeting, le discours, le meurtre, tout ça en à peu près 1 heure dans cette matinée décisive. Alors, j'ai voulu reconstituer, à partir d'archives inédites, de témoignages directs ou indirects, le déroulement heure par heure, d'un bout à l'autre de la ville, parce que c'est entre la Casbah et l'extrémité de Bellecour, de cette matinée très particulière. Pourquoi ? D'abord, la question du meurtre n'est pas tout à fait indifférente, parce que depuis 80 ans, au fond, on était dans le face-à-face de 2 accusations, un complot du gouvernement général ou un complot des oulémas, toutes les deux aussi peu vraisemblables, à vrai dire, c'est étayé par aucune preuve. J'ai eu la chance de retrouver les pièces, les interrogatoires de police qui n'avaient jamais été consultés depuis, et de recueillir à Alger différents éléments de témoignages et de textes qui permettent peut-être de résoudre ce mystère. Ma conviction étant qu'il s'est agi en fait d'un acte isolé d'un militant un peu inexpérimenté qui ensuite a été recouvert par le silence collectif. Mais je vous renvoie au livre pour les péripéties de cette nouvelle enquête. Le plus important, c'est bien sûr le meeting et le discours. Parce que d'abord, le meeting témoigne d'une capacité de mobilisation anticoloniale exceptionnelle, même sur les mots d'ordre, la plateforme du Congrès musulman qui a pu réunir toutes ces personnes-là. Et le discours de Messali ouvre de façon décisive une croisée des chemins politiques, stratégiques, entre une conception de la mobilisation anticoloniale telle qu'elle est développée par toutes les forces du Congrès musulman, PCA compris, et qui s'inscrit toujours dans le cadre de la domination française, en y revendiquant l'égalité des droits, et une autre perspective, même si le mot d'indépendance n'est pas prononcé au meeting, qui est compris par tout le monde comme celle d'une souveraineté. D'ailleurs, à partir de là, l'étoile nord-africaine se développe en Algérie même, et pas simplement dans les migrations. Elle sera dissoute par le gouvernement de Front populaire en début de 1937, avec le soutien du PCA d'ailleurs, mais elle se développera. Pour la première fois, le 14 juillet 1937, le PPA qui l'a remplacé déploiera à Alger, dans le défilé, le drapeau algérien. Et à la fin de l'année, malgré l'arrestation de tous ces dirigeants, et encore en 1938 et en 1939, finalement, le PPA va rivaliser directement au plan électoral et dépasser l'audience
du Parti communiste algérien. Donc c'est bien évidemment le point de départ, avec bien des péripéties et des déchirements dont on aura l'occasion de parler à propos du très beau travail fait par Ali, mais c'est bien le point de départ de tout le combat indépendantiste ultérieur, avec une portée qui résonne jusqu'à nos jours dans une situation bien différente, 60 ans après l'indépendance, parce que le mot d'ordre de parlement algérien, de constituante souveraine sans distinction de race et de religion, qui est celui du PPA dans ces années-là, veut dire qu'on attache au mot de souveraineté son double sens. C'est un vouloir national, parce que constituante élue par tous les Algériens, ça désigne bien évidemment un objectif d'indépendance nationale, mais c'est aussi un mot d'ordre de démocratie pour tous, dans le respect de toutes les différences, sans distinction de race et de religion. Bon, on peut mesurer les résonances actuelles. Lorsqu'on parle d'une seconde indépendance, c'est un petit peu des enjeux semblables que dans la situation de l'Algérie nouvelle, indépendante depuis 60 ans. Ce sont des tâches qui restent encore à résoudre. Absolument. Je ne sais pas si mon ami Ali Genoun est arrivé. Eh bien, il serait temps. Apparemment, il n'est pas encore là. Donc là, hein. Il arrive. Il arrive. Bon. Oui, il arrive. Il va arriver. Il va arriver. Bon. Donc, on continue donc avec Christian Féline. Christian, j'ai une question. Alors, vous citez le livre de Mohamed Lebjaoui qui est sorti chez Gallimard en 1970, Vérité sur la révolution algérienne. Donc, il revient sur ce crime. Et pour lui, le crime est signé et il contredit un peu la version que défendait Albert Camus dans Alger républicain. Alors, quelle est votre remarque à ce propos? Alors, effectivement, l'affaire était déjà très mystérieuse. Il y avait les deux thèses du complot, hein, complot du gouvernement général ou complot des oulémas. Le procès a eu lieu effectivement en 1939. Le très jeune Albert Camus, dans Alger républicain, l'a couvert avec beaucoup de précision et beaucoup de courage. Ça a été salué d'ailleurs dans la presse des oulémas et dans la presse musulmane en général. Et Mohamed Lebjaoui, en 70, dans un ouvrage qui parlait de toute autre chose, hein, qui parlait plutôt de l'histoire de la guerre d'Algérie, des conflits au sein du FLN, bon, etc., de la disparition d'Aban Ramdan. Il est un des premiers à avoir dit publiquement qu'il avait été exécuté par ses frères de combat et pas par l'armée française. Et dans une annexe, il dit c'était bien le cher El-Ogbi. Alors simplement, cette annexe est pleine de contradictions. Elle fait une interprétation que ça aurait été un geste qui aurait voulu être insurrectionnaliste avant l'heure, ce qui ne cadre pas du tout avec tout ce qu'on peut savoir de la ligne des oulémas à l'époque, qui n'était pas du tout pour ce type de violence incitative, et de la personnalité du cher El-Ogbi. Donc cela a semé le trouble sans apporter la lumière. Hein. Et c'est pourquoi j'ai essayé de reprendre l'enquête qui aboutit à ce que c'est ma conviction et je la présente avec beaucoup de prudence, hein, parce que ce sont des choses sur lesquelles on peut se tromper, mais qu'il s'est bien agi d'un acte d'origine musulmane, mais qui n'était en rien commandité ou ayant fait l'objet d'une organisation collective. Ça a été un geste de violence un peu irraisonné, faisant suite au fait, parce qu'il y avait bien un problème politique, que le grand moufti avait envoyé un télégramme à Paris pour
dénoncé la délégation du Congrès musulman en disant ce sont des arrivistes qui ne représentent rien, ce ne sont pas des vrais musulmans, etc. Et donc, il y avait un choc, un très grand ressentiment contre lui dans la communauté musulmane. Et voilà. Très bien. Et je reviens au meeting. Est-ce qu'on peut dire que Messali a détruit le Congrès musulman ce jour-là, avec quelques minutes d'intervention? Alors, non, hein, c'est le gouvernement général qui a réussi à détruire le Congrès musulman en prenant prétexte de cette affaire. Et Messali a soutenu toutes les revendications du Congrès musulman, hein, les revendications de base, la liberté de l'enseignement de l'arabe, la liberté de prêche du point de vue religieux, l'égalité des droits, le suffrage universel sans abandon du statut musulman, l'égalité sociale, l'égalité salariale, etc. Il a dit « je suis pour toutes ces revendications ». D'ailleurs, sur le fond, il était assez proche des oulémas sur leur conception culturelle, si vous voulez, de la défense de la personnalité algérienne. Mais il a porté son opposition sur la question des mots d'ordre politiques, en disant les mots d'ordre politiques du Congrès musulman qui étaient audacieux, hein, parce que dans l'époque où la plupart des colonisés n'étaient pas des citoyens, étaient des sujets français, mais pas des citoyens, n'avaient pas le droit de vote, dire suffrage universel, ce que réclamait le Congrès musulman, ça n'était pas un mot d'ordre si banal, mais il oppose une autre stratégie. Il dit à quoi bon se battre pour avoir des députés à Paris qui seront des strapontins, il y en aura très peu et on nous cantonnera dans un rôle décoratif, mais nous nous lions organiquement à la perspective du rattachement à la France. Et cette formulation du Congrès musulman était très choquante en réalité pour la plupart des participants au Congrès qui n'y avaient pas fait attention. Ils ne se battaient pas pour le rattachement à la France, ils ne comprenaient pas ce. Voilà, donc en fait, il n'a pas détruit le Congrès musulman, il a montré qu'il y avait une autre perspective possible, il a ouvert une alternative. Hein. Oui, Christian Féline, politiquement, à ce moment-là, Messali prend une autre envergure à partir de ce jour-là, n'est-ce pas? Bien sûr. Il devient pratiquement l'homme providentiel pour les nationalistes, entre guillemets, algériens. En tout cas, la mouvance nationaliste. Est-ce qu'on peut dire ainsi? Alors, si vous voulez, il faut comprendre ce qui se passe à ce congrès. 15 000 personnes viennent pour entendre et acclamer le Congrès musulman. Ils sont très fiers que, pour une fois, une délégation soit allée à Paris, qu'elle était attendue, qu'on lui ait fait des tas de promesses qui ne seront pas tenues, mais pour l'instant, ils ne le savent pas. Hein. Donc, et ils se retournent pendant le Congrès, ils portent en triomphe, hein, ils acclament, même la presse communiste le reconnaît, même si elle le déplore. Cet inconnu, parce que c'était la première fois que Messali, qui est originaire de Tlemcen et qui vivait en France, arrive à Alger. Et il y a une force extraordinaire dans ce discours qui tient à ce que d'un côté, par toute sa symbolique, il fait appel à toute une culture traditionnelle de l'islam algérien. Hein, le geste de la poignée de terre, c'est la symbolique de la main, du nombre 5, les 5 doigts, de la terre, hein, avec tout ce que ça représente, de la baraka, et ça fait appel à toute une tradition véhiculée depuis toujours hein, par les confréries, l'islam traditionnel, du maître de l'heure. Hein. Bouletsa qui va arriver un jour pour rétablir les musulmans dans leur dignité et leur ouvrir la perspective de retrouver toute leur personnalité. Face. Très bien. Christian, il y a une question qui est posée, je crois, par les gens qui nous regardent.
et qui dit, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'il y avait des contacts avant cette rencontre entre donc, le Front populaire et les forces de gauche à ce moment-là? Alors, oui, je termine sur le truc. Il y a donc, dans le discours de Messali, il y a cette symbolique très forte qui parle beaucoup à tous les musulmans, et il y a en même temps toute son expérience et toute la culture moderne qu'il a acquis en France au contact du mouvement ouvrier, de la tradition révolutionnaire et démocratique française, hein, parce que c'est aussi le point levé, hein, ce geste, et le mot d'ordre qui deviendra Parlement algérien, constituante souveraine, c'est un mot d'ordre très politique. On n'est plus dans la symbolique de l'homme providentiel. Alors, sur la question du Front populaire, le Congrès musulman, avec la participation de dirigeants communistes et socialistes, était une sorte, et se concevait comme une espèce de forme proprement algérienne du Front populaire s'appuyant sur les premières forces politiques indigènes, comme on disait à l'époque, et se présentant comme une force de négociation avec le nouvel gouvernement dont on attendait une capacité à réformer une situation considérée comme dépassée, intolérable. Et le fait qu'il ait été reçu en délégation par Léon Blum lui-même et par tous les ministres, Violette, l'ancien gouverneur général, qui proposera un plan limité de réforme électorale qu'on appelle le plan Blum-Violette, tout ça laissait ouvert beaucoup d'espoir. Hein. Simplement, les promesses n'ont pas été tenues. Et à partir de 1936, une autre perspective est ouverte. Et au fur et à mesure il s'avérera que aucune des promesses du Front populaire n'était tenue, ne pouvait être tenue par lui, eh bien, on aura cette bascule électorale qui fera qu'en 1939, encore, à des élections partielles, le PPA double électoralement les résultats, les résultats dans le scrutin des listes d'Union populaire qui était, où se trouvait le PCA. Donc c'est vraiment un moment de bascule. Quoi. Après, l'histoire est fort compliquée, vous le savez, mais c'est ce qui se joue à ce moment-là et qui fait l'intérêt de cette journée dans une histoire politique et pas simplement en se référant aux faits d'armes, parce qu'il y a d'autres antécédents, bien sûr, qui remontent jusqu'à Abdelkader de la lutte de libération nationale. Mais là, il s'agit de la maturation politique, de l'expérience politique qui se cristallise à ce moment-là. Mais il faudrait donner la parole à Ali, là, maintenant, il est là. Hein. Bonsoir Ali. Bonsoir Youssef et bonsoir tout le monde. Bonsoir Ali. Bienvenue cher ami. Donc voilà, on a commencé par notre ami Christian Féline. Donc maintenant c'est à ton tour puisque tu nous as donné à lire un excellent ouvrage, La question kabyle dans le nationalisme algérien, 1949-1962. Voilà, peut-être que tu peux nous présenter un peu le livre en général. Oui, alors on oublie souvent un deuxième titre. Oui. Oui, comment la crise de 49 est devenue la crise berbériste. Absolument. Voilà, et donc c'est important de le rappeler et c'est fait exprès. En fait, donc ma recherche, bon, c'est issu de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Paris 1 en 2015. En fait, ma démarche, c'était de répondre à une question: comment le référent identitaire, entre guillemets, kabyle est devenu une sorte d'analyseur important, pertinent de l'histoire politique de l'Algérie contemporaine et du nationalisme radical et indépendantiste. Je me suis intéressé à des moments de crise, plus particulièrement donc la crise de 1949,
qu'on va appeler crise berbériste. Et toute ma démonstration dans la première partie, justement, c'était de dire que ce n'était pas une crise berbériste, mais c'est une crise politique multidimensionnelle. Le deuxième, donc c'est le premier moment, c'est la crise de 1949. Ses acteurs, ses origines, et je souligne pour les acteurs, c'est dans l'histoire, dans l'historiographie algérienne, c'est que parfois, Mohamed Harbi, par exemple, est le premier historien algérien à mettre des noms sur des militants. Et moi, donc, j'ai mis des noms sur les militants de cette crise qui sont tout à fait soit oubliés ou bien mis de côté exprès, quoi. C'était voulu. Et donc, je reviens aux origines de la crise. Je décortique un petit peu donc, cette crise, qui sont les acteurs des deux côtés, de la direction, mais aussi de ce que j'appelle moi des contestataires, pas d'opposants. Puis donc le déroulement de la crise et surtout les conséquences de cette crise. Les conséquences, c'est de 49 jusqu'à aujourd'hui, on les voit. J'ai mis en exergue un document extrêmement important pour l'époque, mais aussi pour aujourd'hui. C'est un document qui s'appelle l'Algérie libre vivra, le Ouattani nationaliste, national. Et se cache derrière donc, ces pseudonymes, trois anciens étudiants, donc à savoir Belhossil Mebrouk, avocat à l'époque, en 49, Yahya Hnin aussi, mais aussi Hajres, qui est devenu par la suite l'un des membres importants du Parti communiste algérien, puis après l'indépendance est devenu le premier responsable du PAX, du Parti d'avant-garde socialiste. Donc, les conséquences, donc je parle de ce document, pourquoi il est important? Il est très important parce que pour la première fois, on voit une nouvelle définition de la nation algérienne. Je rejoins ce que disait Christian tout à l'heure, c'est que les Messali étaient culturellement en accord avec les ulama. C'est eux qui ont défini l'Algérie comme étant une nation arabe et musulmane. Et donc, pendant cette période, il y avait des gens qui posaient des questions éminemment politiques, par exemple la démocratie au sein du parti, les moyens qu'on va utiliser, la stratégie du parti pour mettre fin à la colonisation, mais aussi il y avait cette question de définition de la nation algérienne. Bon, on peut revenir après sur ce document extrêmement important. Il va être interdit. Il a été publié au moment de la crise. Et il a été interdit par la police coloniale. Et il a été interdit aussi par la direction du parti du PPA MTLD. J'aborde après donc les conséquences de la crise, les conséquences immédiates, à savoir l'exclusion de ces militants. Et à l'époque, une exclusion voulait dire une mort politique, et surtout la naissance d'un vocabulaire, comment dire, dans la propagande, stigmatisant, disant que ces gens qui venaient de Kabylie étaient des berbéristes. À l'époque, berbériste voulait dire à peu près allié du colonialisme, diviseur de la nation, diviseur de la Oumma, la nation, la grande nation islamique. Et voilà, vu la culture donc du PPA, de Messali et des autres, je ne mets pas en cause directement Messali, mais toute la direction,
Donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est berbériste, ça veut dire qu'il est diviseur. Et donc, s'il est diviseur, qu'est-ce qu'il a à faire dans un parti nationaliste? Alors que ces militants étaient des gens qui ont installé des sections du PP à travers l'Algérie, et c'était eux justement qui ont forcé la main à Messali pour accepter le passage, la création d'une organisation armée, l'OS, organisation spéciale, donc paramilitaire, qui allait justement déclencher une guerre et une insurrection contre le. Donc, cette crise, pendant cette crise, plusieurs militants ont été exclus et d'autres les ont remplacés, à savoir des maquisards, des gens qui avaient un niveau intellectuel élémentaire, à savoir Krim et Ouamran et d'autres. Et c'est eux qui vont prendre un petit peu en charge donc les premiers mois de la fin de la crise. Et j'ai parlé du vocabulaire, mais aussi il y avait de la violence physique. La violence physique a été inaugurée, si on veut, dans la résolution des questions politiques. Et on retrouve ça après, pendant la période de 49 jusqu'à 54, mais surtout pendant la période de 54 à 62. Le deuxième moment, je vais rapidement et te laisser la parole, Youssef, c'est que le deuxième moment, c'est le moment de la guerre, donc la guerre d'indépendance, 54-62, comment les Kabyles sont arrivés à diriger pour une bonne partie de la guerre ce FLN-ALN. Un exemple, c'est qu'en 56, au congrès de la Soumam, ben, on retrouve 3 wilayas, donc 3 départements, 3 wilayas du FLN-ALN, à leur tête et Kabyle. L'organisation politique qui était à la tête à sa tête, il y avait Ben Ramadan qui, bien sûr, était un Kabyle. La Fédération de France aussi était dirigée par des Kabyles. Donc, comment j'ai essayé d'expliquer, de mettre dans le contexte l'arrivée de ces gens à la tête de ces wilayas. Ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres Algériens, mais les circonstances ont fait que, voilà, Amr ou Amran dirige la wilaya de l'Algérois, le colonel Sichrif dirige la wilaya 6 et Karim Belkacem dirige la wilaya 3. Voilà. Et parmi les conséquences de la crise de 49 qu'on retrouve pendant la guerre, donc il y a eu l'assassinat de plusieurs militants de 49, de plusieurs contestataires de 49 qui ont été assassinés en Kabylie même. Voilà à peu près. Puis après, je mets en exergue dans quelles conditions cette Kabylie combattante s'est retrouvée au moment de l'indépendance. En même temps, vous nous apportez beaucoup d'éclairages nouveaux. On ne pourra pas les citer tous, mais je voudrais revenir par exemple sur un fait. Alors, la guerre aurait pu commencer le 23 mai 1945. Oui. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé et comment est-ce que la guerre n'a pas commencé? Oui, d'accord. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 8 mai 1945, donc il y a eu les manifestations, puis les contre-manifestations, donc les massacres de l'Est algérien et une partie de la Kabylie. Et le parti était acculé et dit, bon, comment faire? Donc, il voulait en quelque sorte soulager ces régions qui étaient soumises à une pression de l'armée
coloniale, de la police, de la gendarmerie, mais aussi de certains colons. Et pour soulager, donc, ils se sont dit, voilà, on va essayer de pousser une partie d'organiser plutôt une insurrection en Kabylie et dans l'ouest algérien, à Saïda. Et justement, je parlais des acteurs de la crise. Ce sont justement ces étudiants, à l'époque, ils étaient lycéens, ils étaient encadrés par un militant très connu qui s'appelle Siwali Benay, et le parti leur a demandé d'aller en Kabylie et de préparer une insurrection pour le 23, 22, la nuit du 22 au 23 mai 1945. Ces militants arrivent en Kabylie, ils trouvent que le parti n'avait pas les moyens, ni des moyens humains, ni des moyens matériels pour démarrer une insurrection armée. Et donc, justement, je parlais tout à l'heure des difficultés, des questions que ces gens posaient, hein, c'est dire, mais comment le parti, comment la direction nous a envoyés en Kabylie pour une insurrection armée alors que le parti n'était pas prêt. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de... les gens n'étaient pas préparés, quoi. C'est une aventure. Hein. Donc, ils ont dit, attention, arrêtez. Et heureusement que certains dirigeants du parti, de la direction, ils ont dit, ah non, si on laisse les choses se faire, ben, ça sera une boucherie plus grande que celle de Sétif, Guelma et Kharat. Et donc, ils ont envoyé un contre-ordre pour dire on arrête tout. Très bien. Ali, vous parlez aussi d'un moment fondateur, donc c'est la rencontre en juillet 1948 à Arous. Alors, à Arous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Oui, alors déjà, pourquoi cette rencontre? Cette rencontre, en fait, il y avait donc cette direction de la Kabylie qui se réunissait. En fait, justement, un fait inédit, c'est que en Kabylie, les cadres se réunissaient souvent et ils discutaient en groupe. C'est-à-dire qu'avant de prendre des décisions, il y avait une concertation entre les chefs de la Kabylie, mais seulement, ils invitaient même des étudiants pour en parler, pour discuter. Et donc, ils ont vu que le parti traversait une période difficile, à savoir quelle stratégie adopter. Bon, on dit l'insurrection, ok, mais et après? Comment mener cette insurrection? Que sera l'Algérie après l'indépendance? En fait, ils savaient que quand j'ai posé la question à des militants, c'est-à-dire que même au niveau des archives, on voit que les militants voyaient que l'indépendance allait arriver, parce que 8 mai 45, c'était la fin, c'était le divorce en quelque sorte. Et donc, ils se sont rencontrés donc, sous la houlette de Siwali Benay, qui était le responsable de l'organisation du PMPLT en Kabylie, et ils ont discuté de deux choses importantes que je cite, mais ce n'est pas seulement ces deux choses. C'était une quinzaine en fait. La première, c'est quelle stratégie pour le parti. Il faut que le parti adopte une stratégie claire. Il faut que les choses soient claires. La deuxième, c'est la définition de la nation algérienne. Que sera l'Algérie après l'indépendance? D'accord. Et donc, dans ton essai, dans toutes les explications que tu donnes aux lecteurs, en tout cas, on comprend que cette crise est une crise de démocratie, au fait. Est-ce que ce n'est pas la même crise qui dure jusqu'à aujourd'hui? Pour rejoindre un petit peu la fin du livre de Christian Féline aussi, y compris dans cette stigmatisation de berbérisme, quand, par exemple, il y a une année,
les militaires en Algérie interdisent le fameux drapeau berbère. Est-ce qu'il n'y a pas un fil conducteur de toute cette histoire? Exactement, je vous rejoins à 100%. C'est que donc, pendant cette crise, donc, ils ont soulevé ce problème de manque de démocratie. Alors, un point, parmi tant d'autres, ils ne savaient pas, par exemple, pourquoi ce sont trois militants, quatre militants qui ont été choisis pour représenter la Kabylie au sein de la direction. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment un congrès se tient, et puis bon, ils discutent, et puis après, tout le monde s'en va, et puis après, la direction, euh, euh, en quelque sorte, désigne, enfin, deux ou trois personnes désignent l'ensemble de la direction. Et donc, ils se sont dit, mais ce n'est pas démocratique. Il faut que les cadres soient désignés par le Congrès et pas par une poignée de personnes. Ça, c'est un petit point parmi tant d'autres. Le deuxième point pour la démocratie, c'est lié justement à l'identité. L'identité, je n'aime pas ce mot identité, je le mets toujours entre guillemets, c'est cette question de la nation. Comment définir une nation, l'histoire d'une nation, en l'amputant d'une partie de son histoire, à savoir l'histoire avant l'arrivée des Arabes et des musulmans en Algérie, à savoir le 7e siècle. Donc, alors, les gens qu'on a stigmatisés de berbéristes en 49, à mon avis, le fait d'inscrire cette chose, cette définition dans un mouvement démocratique, enfin, dans une revendication démocratique, est extrêmement important. On retrouve donc cette stigmatisation au moment de la crise. Dire berbériste, donc, veut dire beaucoup de choses, qui veut dire ennemi de la nation, etc. Alors que eux, ils n'étaient pas du tout ennemis de la nation, au contraire, c'était des gens qui étaient extrêmement des gens radicaux et qui soutenaient justement la lutte armée. Hein, la lutte armée. Donc, et ils ont vécu des choses très négatives, c'est-à-dire qu'à partir de la crise de 49, dès qu'on désigne quelqu'un comme berbériste, hein, donc on désigne un ennemi de la nation. Il y a une deuxième crise que je mets en valeur pour la première fois, c'est la crise de 56, qu'on a appelée aussi crise berbériste, par hasard. Alors, je rencontre d'anciens responsables de la Fédération de France, donc je lui pose la question, je dis, mais est-ce que ces gens ont produit des choses pour les appeler, pour les qualifier de berbéristes? Il m'a dit, mais non, il m'a dit, c'était une question de poste, de leadership, et donc, eux, ils viennent de Kabylie, eux, ils nous appelaient centralistes, et ben nous, puisqu'ils viennent de Kabylie, on les a appelés berbéristes, comme ça. Voilà. Bah, pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que en 49, ça a marché. Et ben, il m'a dit, en 56 aussi, ça a marché au sein de la Fédération de France. Et on retrouve ça aussi pendant la guerre, c'est que Karim Belkacem, qui était un petit peu le premier homme direction de la guerre, alors on l'a taxé de kabyliste. Hein, tous les gens, et pourtant son clan ne comportait pas que des Kabyles. Donc, c'est une stigmatisation liée à la crise de 49. Et puis, comme vous venez de le dire, après 62, donc le FFS de Aït Ahmed à la tête d'une lutte armée, à la tête d'une son FFS, était stigmatisé comme étant kabyliste, berbériste et donc ennemi de la nation. Et on retrouve ça en 80 avec des discours vraiment incroyables, anti-berbères, anti-berbéristes, anti-kabyles. Et
On le retrouve aussi en 2001, quand des manifestants sont allés à Alger et le pouvoir les a montrés comme un danger à les Kabyles qui viennent détruire Alger. C'est comme si on voyait des gens venir de l'extérieur de je ne sais où, ennemis de cette nation qui voulait détruire. Et puis, plus proche de nous, donc le fameux drapeau berbère interdit dans des manifestations. Et justement, ce Hirak, ce mouvement populaire, a démontré le contraire, a démontré que le pouvoir ne pouvait plus manipuler la bonne partie de la population sur ce thème de Kabyle, berbère, ennemi de la nation. Je peux revenir, Ali, avant de donner la parole à Christian Philine, sur les bagarres que vous racontez dans les cafés parisiens. Au fait, c'était des Kabyles qui se battaient contre les Kabyles. Oui, oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas une... Aux rues ordinaires, c'est vraiment bagarres entre Kabyles et exclusivement. Bien sûr, bien sûr. Alors, à l'époque, c'était des Kabyles. Et pendant la guerre d'Algérie, c'était des Kabyles qui ont tué les Kabyles. Voilà. Ce n'est, justement, ce n'est pas une question d'arabe et de kabyle. C'est une question idéologique. Elle dépasse le tandem arabe-kabyle. Et d'ailleurs, même en 49, il y avait des gens de l'Oranie, par exemple, qui étaient totalement d'accord avec les gens, les militants de Kabylie. Mais ce qui me paraît important par rapport à ce que vous venez de débattre, c'est qu'effectivement, traverse toute l'histoire depuis cette période une très grande difficulté qui tient à toute une histoire aussi compliquée que la libération de l'Algérie, à concevoir que l'unité nationale n'est pas affaiblie, mais pas renforcée par la reconnaissance de la possibilité du débat politique, de l'expression de divergences, ou par la prise en compte de différenciations d'ordre culturel, linguistique, qui traverse la société de par toute son histoire et qui renvoie à son passé anté-islamique et anté-arabe. Hein, voilà. C'est une difficulté permanente. Les oulémas se sont constitués sous une formule unitariste. Hein, une langue, l'arabe, une religion, l'islam, une patrie, l'Algérie. Bon. Et c'est vrai que les militants de l'étoile nord-africaine partageaient cette représentation identitaire. Mais en 1936, il y a plusieurs expériences, plusieurs avancées qui ouvraient la voie à une conception pluraliste au sens aussi bien politique que culturel. L'expérience même du Congrès musulman est une expérience rare, même s'il y a eu d'autres unions politiques qui ont pu se faire au fil des années, dans les années 40 et 50. Il y a une plateforme commune, mais chaque force politique, les oulémas, les élus, les partis socialistes et communistes, conservent leur identité. Ça n'est pas un front, ce point de vue-là, au sens où la constitution du FLN ralliera un certain nombre de forces, mais en passant par leur autodissolution. Donc, c'est des adhésions à titre individuel. Ça, c'est le premier point. Et du point de vue du pluralisme politique et culturel, la formule de Messali, constituante souveraine sans distinction de race et de religion, est d'une très grande force. Hein, ça voulait dire qu'on pouvait concevoir une Algérie indépendante qui accepte, sous les formes des droits d'une minorité, les composantes européennes et juives, et éventuellement d'autres différenciations internes au peuple algérien. Alors, simplement, la contradiction qu'il y avait un petit peu à cette époque entre une conception monolithique de l'Algérie,
de l'algérianité et cette conception pluraliste affirmée au plan politique, la contradiction n'explosait pas parce qu'on est dans une première phase où on s'opposait à la domination française et aux formes particulièrement fermées dans lesquelles elle s'exerçait. Donc on pouvait être à la fois pour la personnalité arabo-musulmane, disons, considérée comme la personnalité algérienne, et pour une perspective démocratique pluraliste. Mais c'est précisément après 1945 que l'occasion a été manquée de tirer toutes les conséquences de cette conception pluraliste sur la conception de l'algérianité même. Et que le refermement qui s'est fait à ce moment-là sur une conception arabo-musulmane exclusive, elle entraîne des conséquences dont le pays a du mal à sortir, c'est sûr. Je voulais, Christian, évoquer. Oui, pardon. Alors, je voulais que vous nous disiez un mot sur cette relation entre le Cheikh Al-Arbi et Albert Camus. Donc, ils se voient pour la dernière fois, semble-t-il, le 22 janvier 1956, à l'occasion de l'appel pour une trêve civile. Oui, alors, c'est une autre histoire et on ne va pas la raconter ici, elle est compliquée. C'est la réunion de la dernière chance qui réunit à Alger des hommes de bonne volonté, disons des deux communautés, puisque dans le comité pour l'appel à la trêve civile qui a demandé à Camus de faire cette démarche, avec lequel il était en accord, il y avait des représentants qui n'étaient pas connus comme du FLN, mais qui l'étaient en réalité. Ouzgan, l'ancien dirigeant du PCA, ou Mohamed Lebjaoui, dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, mais il y en avait d'autres. Et il se trouve que cette réunion du 22 janvier avait pour objet de dire l'Algérie est en guerre, nous n'allons pas trancher ici ce que sera la solution, il faut aller vers des négociations, mais pour ça, il faut que la violence civile, de part et d'autre, s'apaise. Sans ça, on sera dans une escalade qui ne fera que des dégâts des deux côtés, et surtout du côté algérien, sans aucune solution. Il se trouve qu'à cette réunion, le cher El-Obi, qui était très malade, est venu, invité par Camus à titre personnel, et qu'effectivement, tous les participants de 1936, d'un certain point de vue, étaient représentés dans la salle, là, ce qui était le Cercle du Progrès. Il y avait Ferhat Abbas qui n'a pas pris la parole, il y avait Ouzgan, l'ancien dirigeant du PCA en 1936, il y avait le cher El-Obi et beaucoup d'autres qui ont joué leur rôle dans cette histoire, y compris peut-être dans l'aspect criminel sur lequel je vous renvoie au livre. Très bien. J'ai une question pour Ali. Ali, alors, oui, vous racontez dans votre excellent livre donc, que l'un des rédacteurs donc, de ce fameux texte « L'Algérie libre vivra » découvre que le Tamazight s'écrit, mais il le découvre à Ouargla. C'est quand même étonnant. Oui, absolument. En fait, c'est Belhoussine, maître Belhoussine, il est devenu après maître, avocat. Donc, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait son service militaire dans le sud algérien. Et puis, il était dans une oasis et il regardait comment travaillaient les agriculteurs, les paysans. Et donc, il voyait quelqu'un qui faisait marcher un âne, puis il lui dit, mais et alors, il y a son père qui arrive, il y avait un jeune homme donc, qui tenait, et lui, il y a son père qui arrive, il lui dit quelque chose, Arioul. Arioul qui veut dire l'âne en kabyle, et dans la langue locale, donc à Ouargla, dans le sud algérien.
Et donc, Belhoussine va vers lui, l'interpelle, lui dit, mais qu'est-ce que vous venez de dire? Lui dit, bah, j'ai dit Arioul, donc l'âne. Il dit, ah bon, donc ah bon, c'est comme ça que oui, oui, on dit Erguez, on dit l'homme, etc. Et puis il a dit, mais vous connaissez le Tamazirt, le berbère? Il a dit, ah, bien sûr, je connais Tamazirt, je parle Tamazirt et je l'écris. Ah bon? Elle dit oui, 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 je l'écris. Et puis il lui a écrit des choses sur le sable. Voilà comment on écrit. Il a dit comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Mebrouk. Et puis il a écrit son nom sur le sable. Et, et c'est comme ça qu'il découvre, Belhoussine découvre donc que non seulement la langue était parlée en dehors de la Kabylie, mais elle s'écrivait. Et c'était pour lui une découverte incroyable. Si vous permettez, je vais revenir juste à ce que vient de dire Christian sur la définition de la nation, c'est-à-dire comme étant le projet de Messali, une Algérie plurielle, y compris c'est une définition qui allait prendre en considération la composante européenne, mais aussi juive. On retrouve exactement la même chose dans ce texte dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Algérie libre, libre. Voilà. Et ce texte, justement, dans votre livre, vous racontez un peu les péripéties de ce texte qui est passé dans l'oubli et qui ressurgit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, je crois, au début des années 80, Oui, grâce à... oui, et il disparaît parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était interdit par l'administration, donc par la police coloniale, mais aussi par la direction du PPA. Et la direction du PPA a chargé des militants pour aller récupérer un lot de cette revue. Et les militants qui étaient les rédacteurs de cette brochure l'ont su et donc ils l'ont évacuée dans la région d'Alger. C'est comme ça qu'ils l'ont sauvée. Puis elle disparaît, donc la brochure disparaît. Elle réapparaît pendant la guerre, justement pendant cette crise dite berbériste de 1956 en France. Et pourquoi? Parce que Belhoussine, justement, l'un des rédacteurs, montre cette revue pour dire, voilà, on n'est pas des anti-arabes ni des anti-algériens, on veut une Algérie plurielle et c'est tout. Donc après, elle disparaît et elle réapparaît pendant les années 80. C'est le même Belhoussine qui la récupère chez un autre militant et Belhoussine la donne, fait des photocopies, donc il donne une copie aux militants de 80 et ces militants ont repris juste deux pages, je pense, donc un tri sélectif, je ne sais pas pourquoi. Et entre-temps, il la donne à Harbi. Et Harbi l'a publié en entier dans une revue qui s'appelle Sou'el, qui a disparu depuis, et qui a été publiée ici en France. Et donc, je l'ai reprise et depuis, elle a été republiée après en Algérie et ici en France. Et donc, cette crise dont vous nous dites qu'elle est au fait démocratique a été utilisée aussi par l'opposition culturaliste, y compris l'opposition politique au régime algérien, et elle a été utilisée un petit peu de manière biaisée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et justement, moi, quand je dis que c'est pas une crise berbériste, donc j'ai euh, deux oppositions, donc à savoir les gens qui sont pour le moment, aujourd'hui sont très peu nombreux puisqu'ils sont morts, donc les acteurs de 49 qui étaient du côté de la direction, qui soutenaient que c'était une crise berbériste, et bien sûr les militants berbéristes après 62, donc les militants de 80 et d'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que
ceux de 49, donc ils disaient que c'était une crise berbériste parce que, peut-être qu'ils le pensaient, mais je ne sais pas, mais pas tous. Mais pour ceux d'après 62, c'est que la crise 49 est un moment fondateur pour leur mouvement. Et donc, comme tout mouvement, il a besoin d'un moment fondateur. Et si on enlève donc cette définition comme berbériste, c'est comme si ils sont orphelins d'un mouvement, plutôt d'un moment fondateur. Sauf que, sauf que je suis historien et je ne suis pas militant. Et les seuls qui sont contre donc, cette définition, ce sont justement les victimes de la crise de 49 qui n'ont pas cessé de dire nous ne sommes pas des berbéristes, nous n'avons jamais été des berbéristes. Voilà. Tout Donc simplement. c'est dans l'utilisation de l'histoire à des fins politiques. Très bien. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce débat. Donc, je demanderai à chacun de vous de voir un peu si on a oublié quelque chose ou bien, comme on a l'habitude de dire, un mot de la fin. Je commence par Christian. Christian Filine. Oui. Donc, je disais, voilà, on va conclure. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Non, simplement que je crois que nos deux ouvrages s'inscrivent dans une même préoccupation qui est de dépasser les luttes mémorielles entre différentes forces politiques, l'histoire officielle, les légendes militantes, pour faire le travail d'histoire, hein, c'est-à-dire honnêtement, avec toujours la possibilité de se tromper sur telle ou telle chose, rechercher les sources, rechercher les témoignages, les confronter, essayer de restituer l'histoire dans sa complexité et débarrasser des simplifications intéressées. Hein, voilà. Alors, ça n'est qu'un moment. À partir de là, on relance le travail, d'autres s'y mettront, découvriront peut-être d'autres choses, proposeront d'autres interprétations, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et pour 36, c'était d'autant plus nécessaire que soit cette période est complètement occultée dans une vision de l'histoire qui ne s'intéresse qu'aux antécédents des grands faits d'armes de la résistance à la colonisation, mais ne s'intéresse pas au processus de maturation politique beaucoup plus complexe à travers lequel, à travers des décennies, la population colonisée s'est donné des organisations, s'est emparée, dans le cadre même du droit français, de toute une expérience de former des partis, des associations, d'élaborer des programmes et de se confronter aux débats politiques, y compris entre eux, hein, alors que c'est ça qui se développe pendant toute cette décennie autour de 1936. Voilà. Soit réécrivent ces événements pour expliquer, par exemple, que c'est le Congrès musulman qui est à l'origine du combat indépendantiste, voire que dans le Congrès musulman, la force qui portait l'histoire dès le départ du combat indépendantiste et qui est donc en est aujourd'hui le témoin légitime, hein, et le mieux à même de l'écrire et de l'enseigner, c'était les oulémas. Les oulémas ont joué un rôle très important dans la remobilisation d'une fierté culturelle et dans le combat pour la liberté religieuse, mais ils inscrivaient au plan politique leur combat, comme les autres forces du Congrès musulman, dans un cadre qui restait d'intégration ou d'assimilation politique et de rattachement à la France, comme le disait le Congrès musulman lui-même. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec modestie, avec fermeté, et en attendant la suite du travail et le débat qui en... Très bien, bien Christian, et bonne continuation. Mon ami Ali Genoun, alors, Eh ben, un mot de la fin, je ne sais pas. Christian a très très bien résumé ce que je voulais dire. C'est un travail d'histoire et ce n'est pas un travail
de militant, ni un travail pour mettre en valeur une personne ou une autre. Et on a fait extrêmement important au mot, et on a utilisé ce que nous avons eu comme documents oraux ou documents papier. Voilà, c'est-à-dire pour lire nos livres, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte est extrêmement important parce que, comme tout événement, quand il est loin du contexte, eh ben, on ne comprendrait absolument rien. Donc, surtout cette question berbère, berbériste, kabyle, est une question extrêmement sensible. Donc, qu'il va falloir, ben, j'espère que mon livre, justement, apportera du recul, apportera des éléments pour mieux cerner l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la Kabylie avec du recul, voilà, d'une manière scientifique, mais surtout d'une manière apaisée et d'une manière sereine. Juste, je termine, c'est que mon apport aussi, il y a deux cartes dans le livre. La première, c'est sur les écoles. Pourquoi je les souligne? Parce qu'elles sont inédites et, ça m'a pris beaucoup de temps pour les réaliser. Donc la première, c'est sur les écoles en Kabylie, et la deuxième, c'est sur les limites de la Wilaya 3, de la zone Wilaya 3 du FLN ALN de 54 à 62, qui est aussi une carte totalement inédite. Très bien, je peux ajouter que votre livre fera la révolution dans la mesure où il va exiler pour de bon beaucoup de clichés, justement, qu'on a rabâchés pendant des années, si ce n'est pas depuis 40 ans. Eh bien, je vous dis aussi à vous, bonne continuation. Et à vous toutes et à vous tous qui nous regardez, je vous dis merci de nous avoir regardés. Je vous dis bonne soirée, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci. Merci.